Alors, je voudrais vous parler de cette Méditerranée, de cette question agricole, de manière assez simple ce matin, comme j'ai cherché à le faire dans un livre qui, pour moi, avait une triple vocation, en fait, quand il a été publié à l'automne dernier. Ce livre, en fait, il était pour, tout d'abord, combiner l'approche géopolitique sur les événements méditerranéens et les questions agricoles et alimentaires. L'objectif était aussi d'expliquer et de synthétiser en fait beaucoup de choses qui existent et qui sont publiées, qui sont commentées sur le bassin méditerranéen et les problématiques agricoles, mais qui ne sont pas toujours articulées entre elles, qui ne sont pas toujours placées sous une analyse un peu stratégique. Et donc je souhaitais faire à la fois un livre de synthèse et à vocation un peu pédagogique pour le grand public, dans une collection, la bibliothèque de l'IREMO, qui est une collection qui vise clairement à être des que sais-je de la Méditerranée. Donc il y a une dizaine de livres qui sont parus entre octobre et aujourd'hui sur différents sujets, pas simplement les questions agricoles. Je vous invite à regarder cette bibliothèque de l'IREMO en construction, en élaboration, si vous vous intéressez à l'espace méditerranéen. Et puis il y avait un troisième objectif, qui était de militer pour la Méditerranée et militer pour l'agriculture. À la fois parce que géographiquement, c'est une zone qui n'appartient pas au passé, et parce que thématiquement, on parle bien d'une question appartenant au futur. Donc en fait, ce livre, il repose sur une région où, je reprends volontairement le slogan de Terre Éthique, qui dit que cette association est un espace de compréhension partagée. La Méditerranée, c'est un espace de tension partagée. C'est un espace très particulier à l'échelle mondiale. Et les trois messages que je voudrais livrer ce matin sont donc les suivants. Tout d'abord, que cette zone est bien le miroir grossissant des tensions agricoles et alimentaires internationales, et qu'il faut regarder les questions agricoles et alimentaires dans la dynamique des révoltes au sein des pays arabes en cours. Deuxièmement, que l'Europe et la France ont un rôle particulier à jouer encore, si ce n'est toujours dans cette région. Et troisièmement, qu'on est bien en train de parler de sujets où le multilatéralisme est incontournable. Et que donc la coopération est forcément nécessaire. Et là aussi, j'en dirai quelques mots dans les messages de conclusion. Alors, permettez-moi d'avancer un peu thématiquement et d'être à la fois forcément parfois schématique, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails ce matin, et permettez-moi aussi de mettre l'accent volontairement, comme je l'ai fait dans mon livre, sur les pays arabes méditerranéens, du Maroc à la Syrie, excluant volontairement dans les chiffres la Turquie et Israël, étant donné que ces deux pays faussent l'agrégation statistique quand on prend la rive sud et est de la Méditerranée. Donc mon propos se concentrera essentiellement sur les pays arabes méditerranéens. D'abord, je ne vous apprends rien, mais l'agriculture est née dans le bassin méditerranéen, à l'est, dans le croissant fertile. C'est là où la culture du blé s'est développée il y a environ 10 000 ans, et que depuis, cette agriculture méditerranéenne s'est développée, a joué un rôle moteur dans l'histoire de cette région et a toujours été au cœur des rivalités, des stratégies de puissance, des obligations pour les populations ou les pouvoirs publics. On peut rappeler qu'à l'époque romaine, la ville de Rome assurait sa sécurité alimentaire en important le blé d'Afrique du Nord grâce au service de l'Annone. Et il y avait un préfet de l'Annone qui organisait jusqu'au port d'Ostie cet approvisionnement en blé venu des plaines d'Afrique du Nord. On doit rappeler que lors de la période de gloire de l'époque arabe, au Moyen-Âge, il y avait un savoir-faire en irrigation qui était extraordinaire et dont on peut encore voir les legs aujourd'hui quand on visite à Grenade le palais de l'Alhambra, par exemple. Cette technique en irrigation, cette capacité à gérer une eau qui était déjà rare à l'époque et d'en faire une utilisation agricole la plus efficace possible, au Moyen-Âge était sans équivalente. Et puis, bien sûr, en Méditerranée, cette agriculture, plus récemment, a été rythmée au niveau de la rive nord par la construction européenne, la politique agricole commune,
dont on rappellera jamais assez à l'heure actuelle que c'est encore la seule politique européenne intégrée, communautarisée, et que c'est avant tout un résultat fantastique de la coopération européenne depuis 50 ans, avant d'être un tiroir à problèmes et à controverses. Moi, je suis frappé, je ne suis pas spécialiste de la PAC, mais que pour le grand public et pour les discussions en cours sur la réforme de la PAC, on parle de cette politique agricole commune comme étant un sujet à problème et à controverse, alors qu'elle a contribué à la construction européenne et à la stabilité du continent depuis 50 ans. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais je voudrais rappeler cette évidence politique. Une deuxième chose en Méditerranée, incontournable quand on parle d'agriculture, de sécurité alimentaire, c'est bien sûr de regarder la démographie. La démographie explique beaucoup de choses dans le monde, en Méditerranée tout particulièrement. Vous avez en fait un scénario démographique qui est assez simple par les chiffres ici présentés, avec sur la gauche de l'écran en bleu l'évolution de la population totale des pays arabes méditerranéens qui a simplement doublé entre 1980 et 2010. Ce doublement démographique devrait s'accompagner par une poursuite de la croissance, certes plus lente, plus atténuée, mais nous allons probablement gagner encore 90 millions d'habitants dans ces 8 pays arabes méditerranéens à l'horizon 2050, pour aboutir à peu près à 290 millions d'habitants. J'insiste sur l'incertitude de cette projection. À la fois au niveau mondial, on parle beaucoup de 9 milliards d'habitants pour 2050 et que donc il faut nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, que c'est l'objectif. C'est bien gentil, mais la variable basse, c'est 8,5, la variable haute, c'est 11. Donc ça fait quand même 2,5 milliards de personnes qui se baladent dans la fourchette qu'il va falloir nourrir ou non. Ce qui fait qu'en termes de production agricole, c'est pas une mince affaire en termes d'incertitude. À l'échelle des pays arabes méditerranéens, c'est ça, cette incertitude, c'est 80 millions de personnes. C'est-à-dire une Égypte ou non à nourrir en plus ou en moins. Tout simplement. Donc l'incertitude démographique, elle reste aussi quand même dans l'équation des décideurs publics et des impératifs de production agricole dans cet espace. Sur la droite de votre écran, vous avez un autre chiffre important à avoir à l'esprit parce qu'il est à rebours du scénario européen ou d'autres régions du monde, à savoir qu'il n'y a pas eu de dépeuplement des campagnes malgré l'exode rural, malgré l'urbanisation. Même si la poussée démographique en Méditerranée s'exprime dans les villes, sur les littoraux, essentiellement, nous n'avons pas eu de dépeuplement des campagnes. En valeur absolue, numériquement, il n'y a jamais eu autant de monde dans les campagnes, au Maghreb ou au Proche-Orient. C'est très vrai au Proche-Orient, en Égypte en particulier, et au Maghreb, il y a un statu quo démographique en milieu rural depuis 15-20 ans. Et les chiffres vont à peine s'atténuer à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un scénario où ces espaces ruraux, a priori, vont se vider. C'est très important par rapport aux événements actuels et par rapport aux politiques publiques à mener dans les années à venir. Donc j'insiste pas là-dessus, mais je rappelle une autre évidence quand il va falloir parler de coopération et avec qui on travaille dans ces zones rurales, qu'au Liban, il est impossible de travailler en milieu rural et sur les questions agricoles sans accepter de discuter avec le Hezbollah. C'est une réalité, c'est une force sociale dominante en milieu rural. Donc si on veut faire des choses sur ces questions, il faut dialoguer et discuter avec cet acteur. Et comme hier en Égypte, il était impossible en milieu rural d'éviter le dialogue et la discussion avec les frères musulmans, qui étaient les seuls présents au sein de la zone rurale en Égypte. Donc là aussi, on reviendra sur cet aspect. Un autre élément en Méditerranée qui est aussi à connotation socio-démographique, j'aime bien insister sur ce point. On a beaucoup travaillé au SIAM sur le paradoxe de la diète méditerranéenne qui est valorisée à l'échelle internationale, qui est reconnue par l'OMS comme l'un des modèles santé de référence, qui a été inscrite à l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Cette diète méditerranéenne, elle est bien plus respectée aujourd'hui dans les pays anglo-saxons que dans les pays du bassin méditerranéen. Ce qui est un vrai paradoxe parce que quelque part la diète méditerranéenne pourrait participer à une image positive de la Méditerranée dans le monde, mais en fait elle est en train de traduire une dérive des comportements, une dérive de la Méditerranée sur pourtant ce qu'elle aurait de meilleur
à donner au niveau universel. Les chiffres de l'évolution de l'obésité et du surpoids, je ne vais pas m'y attarder, mais vous voyez qu'en Égypte, tout simplement, une femme sur deux est aujourd'hui en situation d'obésité. Tout cela pour vous dire très simplement que les conséquences sanitaires, mais aussi économiques de l'obésité et du surpoids, qui sont commentées de plus en plus dans le monde. On voit bien aux États-Unis comment il y a une prise de conscience des conséquences économiques de l'obésité au sein de la population américaine. En Méditerranée, cette problématique aussi arrive, si ce n'est qu'elle est déjà là. Or, nous n'avons pas dans ces pays toute l'armature, tous les dispositifs de politique publique, d'accompagnement sanitaire, en termes ni d'éducation, ni de traitement des maladies de surcharge qui sont induites par ces comportements alimentaires à la dérive, et que donc la charge sociale, politique, économique de ces dérives alimentaires va être croissante aussi dans les années à venir, dans un contexte qui n'est déjà pas évident au sein de ces pays. Je continue sur ces dynamiques un peu générales sur la Méditerranée, mais je veux passer par ces étapes pour ensuite parler davantage d'agriculture. Rappelez que cette Méditerranée, oui, reste fracturée entre une rive nord et une rive sud, et que quand vous voyez les courbes d'évolution des niveaux de vie, vous voyez en bleu l'évolution des niveaux de vie en Europe du Sud, en Grèce, en Italie, en Espagne, avec un décrochage qui s'est produit avec l'intégration européenne, très clairement pour la Grèce et l'Espagne. Et vous voyez que, alors qu'il y a 50 ans, les niveaux de vie étaient à peu près similaires entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, nous avons aujourd'hui un écart considérable de niveau de vie. Malgré la politique de coopération, malgré les efforts à créer de l'intégration régionale au niveau économique, une étude menée en 2011 par la Commission européenne et un chercheur espagnol, économiste, qui a piloté cette étude, qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'en fait, ça a révélé une chose incroyable, qui était de constater que quand on observait le rythme de convergence économique entre 1995 et 2010, pour atteindre la moitié du niveau de vie de la zone euro, il faudrait encore, par exemple, 190 années au Maroc pour rejoindre 50% du niveau de vie de la zone euro. Ces chiffres, en fait, traduisent bien que malgré l'effort de coopération, malgré la modernisation de certains secteurs d'activité, il y a toujours une fracture économique en Méditerranée qui explique beaucoup de choses en termes de comportement, de société, de revendications et de tensions. Et je rappelle ce slogan des économistes arabes dans leur rapport sur le développement humain réalisé avec le PNUD, slogan qu'ils répètent inlassablement d'une année sur l'autre, c'est que le monde arabe est plus riche qu'il n'est développé et que c'est bien la problématique du mal-développement au sein de ces pays qui est posée, avec encore aujourd'hui un habitant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors, dans cette équation économique, il y a bien sûr la problématique de l'emploi, qui est au cœur des tensions actuellement, qui est l'une des revendications phares des turbulences socio-économiques à l'œuvre depuis 2-3 ans. Les chiffres de l'emploi, là encore, sont implacables en termes de tensions et de difficultés, et on peut presque parler d'impossibilité à résoudre cette équation de l'emploi, puisqu'il faut créer tout simplement 15 millions de nouveaux emplois d'ici 2020 pour stabiliser les taux de chômage dans ces pays. Ça veut dire 750 000 nouveaux emplois chaque année en Égypte. Je rappelle qu'en France, sur les 10 dernières années, on a créé 300 000 nouveaux emplois dans le secteur privé, par exemple, sur les 10 dernières années. Donc le défi de l'emploi est considérable, et que les taux de chômage dans ces pays sont en train de croître dangereusement, avec ici la problématique de la jeunesse, puisque nous avons 40% des jeunes arabes méditerranéens, 40% d'entre eux qui ont entre 15 ans et 30 ans, 40% d'entre eux ne sont ni insérés professionnellement, ni dans le système éducatif. C'est-à-dire qu'ils sont ailleurs, dans des circuits informels, ni à l'école, ni au travail. Ce chiffre, il est de 50% dans le cas du Maroc. Et donc on voit bien comment l'économie informelle, et là peut-être que les scientifiques auront aussi à mener des travaux différents dans les années à venir,
de voir comment l'économie informelle, quoi qu'on en pense, contribue aussi à stabiliser les tensions dans certains pays et peut-être à calmer, atténuer certaines difficultés. C'est vrai au sud de la Méditerranée, c'est sans doute vrai aussi dans certains pays du nord de la Méditerranée, et qu'il va bien falloir trouver des solutions pour que l'emploi informel soit pas forcément diabolisé. J'ouvre un débat, mais je crois que c'est une question qui est stratégique dans les années à venir pour ces pays. Donc je ne m'attarde pas plus sur l'emploi, mais vous comprenez bien qu'il y a là une difficulté majeure et qu'il y aura une corrélation avec la problématique agricole. Un autre mot quand on parle de la Méditerranée, c'est bien sûr de parler de tourisme. Il y a 300 millions de touristes internationaux chaque année en Méditerranée, à la fois rive nord et rive sud. J'insiste sur ce point parce que ça veut dire 300 millions de bouches à nourrir et que donc ça doit aussi participer dans l'effort de sécurité alimentaire dans cet espace, sécurité par la production, sécurité par la qualité, parce que le touriste a aussi des exigences en termes de comportement alimentaire. L'un des grands paradoxes en plus, c'est que quand vous êtes au sud de la Méditerranée, dans un hôtel sur le littoral, généralement vous consommez mondial et pas du tout produits locaux et produits de terroir. Donc il n'y a pas de découverte de la gastronomie, des produits de terroir et de ces produits de la diète méditerranéenne supposés être fantastiques, puisqu'en gros, dans les centrales touristiques du littoral, on propose un menu mondial et plutôt anglo-saxon. Donc là aussi, il y a des choses à faire dans les années à venir pour renforcer les articulations entre tourisme, alimentation et développement des territoires. Et là, les collectivités locales ont un rôle à jouer. Il y a des expériences intéressantes en France, en Italie, qui peuvent être aujourd'hui observées au niveau de l'Afrique du Nord. Le Maroc aujourd'hui ou la Tunisie cherchent à promouvoir cette approche, un village, un produit, un terroir, une histoire, et de créer un continuum qui ne soit pas simplement de proposer aux touristes un tourisme rural et de verdir un peu la politique touristique de ces pays, mais aussi d'amener de l'agriculture et de l'alimentaire sur les zones urbaines du littoral, puisque ces populations touristiques doivent aussi pouvoir découvrir dans les assiettes des produits locaux sans forcément aller dans les campagnes. Le mouvement peut aller dans les deux sens. Autre paramètre important quand on va parler de sécurité alimentaire, et dans les années à venir, il y a aussi une question majeure là-dessus, c'est le rôle de la logistique, des infrastructures et bien sûr encore des ports qui ont toujours contribué à l'histoire de la région, qui ont toujours contribué à la dynamique des échanges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets de modernisation de ports en Méditerranée. On parle souvent de Tangemed, mais il y a aussi Enfida au sud de Tunis, il y a Damiette en Égypte, avec un risque pointé du doigt par les spécialistes des infrastructures et des politiques maritimes en Méditerranée, c'est que, à nouveau, sur cette question, aujourd'hui, il y a plutôt une course en solitaire des pays méditerranéens. C'est-à-dire que chaque pays veut se doter d'un grand port capable de capter le trafic international, d'être des plateformes de redistribution, et que la Méditerranée ne travaille pas de manière intégrée sur cette question, et que les ports de la Méditerranée ne seront pas forcément compétitifs, compte tenu de la multiplication des initiatives et des investissements. J'insiste sur la question des ports et de la logistique, parce qu'en termes de sécurité alimentaire, il faut pouvoir progresser sur ces questions dans les années à venir là aussi. Je poursuis, je rentre un peu plus sur les questions rurales et agricoles, je reviens à la démographie, je vous rappelle cette part de la population rurale donc dans les pays, j'en ai parlé en valeur absolue et numérique, en valeur relative, ça reste encore en moyenne 40% de la population de ces pays, au niveau du sud et de l'est de la Méditerranée, avec des pointes parfois plus fortes, comme dans le cas de l'Égypte. Et vous voyez que dans ce milieu rural, c'est bien sûr à domination une population agricole, qui reste l'activité économique principale en milieu rural. 80% de l'emploi en milieu rural, c'est de l'emploi agricole. Mais globalement, ça c'est un chiffre important, globalement, dans les pays arabes méditerranéens, aujourd'hui, l'agriculture, c'est un emploi sur 5 officiel. J'insiste, officiel. Si vous ajoutez tous les emplois informels, et si vous ajoutez aussi les emplois dans la pêche et l'aquaculture, vous avez une importance socio-économique de l'activité agricole, du métier de nourrir les hommes, qui est absolument considérable. Donc on est bien en train de parler d'un secteur qui est déterminant pour
la création de richesses et les revenus des habitants. Il y a un double problème en fait actuellement dans ces actifs agricoles, c'est qu'en Méditerranée, on est confronté au même phénomène que dans d'autres régions du monde, par exemple en Europe, c'est-à-dire le vieillissement de ces actifs agricoles. La moyenne d'âge des actifs agricoles en Tunisie est de 54 ans. Et il n'y a pas de relève. Parce que on a dénigré le métier. Parce que c'est un métier dévalorisé. Parce qu'on ne le popularise pas. Parce que les jeunes aujourd'hui dans ces pays, même s'ils ont une formation qui leur permettrait de travailler en agriculture, et on parle bien d'un métier qui part des paysages jusqu'à la table. Donc on parle de transformation, on parle de commerce, on parle d'innovation, on parle bien d'un secteur qui est aujourd'hui complètement imprégné de modernité, de politique high-tech. Donc on a un énorme travail de vulgarisation, de revalorisation de ce métier, des opportunités d'emploi qu'il offre, parce qu'aujourd'hui il y a un vieillissement des populations actives agricoles en Méditerranée qui va consacrer du coup un modèle qui lui aussi se dessine à l'échelle internationale, qui est celui d'une agriculture sans agriculteurs. Cette trajectoire se dessine aussi en Méditerranée, à plus forte raison qu'on a quand même passé 20 ans à l'échelle internationale à expliquer à ces pays que tant qu'ils avaient 20 à 30% d'actifs agricoles, c'est qu'ils étaient sous-développés, et qu'on a expliqué aux opinions publiques de ce pays que l'agriculture, ce n'était pas un secteur pour le XXIe siècle, et donc aux jeunes qu'il fallait qu'ils fassent tout, sauf une formation tournée vers ces métiers. Donc là, il y a peut-être aussi, dans les années à venir, un grand virage à prendre autour de la façon dont on parle de l'agriculture, et il faut peut-être insister sur le fait que c'est sans doute l'un des métiers les plus difficiles à faire, mais les plus importants dans l'histoire de l'humanité. En Méditerranée, nous avons aussi, je ne vais pas y rentrer parce que vous connaissez ça bien mieux que moi, nous sommes dans la région du monde où il y a le plus de difficultés en termes de disponibilité hydrique. La population mondiale pauvre en eau, la moitié se trouve dans les pays arabes méditerranéens. Donc la soif d'eau est une réalité géographique incontournable en Méditerranée. À cette soif d'eau s'ajoute une faim de terre, puisque la raréfaction des terres arables est considérable. 90% des sols aptes à l'activité agricole sont d'ores et déjà exploités du Maroc à la Syrie, et la désertification continue à grignoter ces territoires. L'urbanisation est en train de capter les meilleures terres aptes à l'activité agricole, et nous avons bien sûr un changement climatique qui s'accélère, qui se renforce, qui est une réalité vieille comme la Méditerranée. La contrainte climatique n'est pas nouvelle en Méditerranée. Et alors là, il y a peut-être aussi des choses à penser en termes de dynamique sud-nord, puisque le changement climatique s'accélère et pose de plus en plus de problèmes en Europe. C'est qu'en Méditerranée, il y a des savoir-faire, un peu traditionnels, certes, mais il y a des savoir-faire en termes de comment continuer à produire et à mener une activité agricole sous un régime de très fortes contraintes naturelles, avec peu d'eau, avec peu de terre et avec un climat extrêmement capricieux. J'insiste pas trop sur ces questions climatiques et géographiques, j'insiste davantage sur la dimension géopolitique des conséquences potentielles de ces ressources naturelles aujourd'hui en raréfaction. On a beaucoup commenté la course foncière internationale, ce monopoly à l'échelle planétaire qui s'accélère pour conquérir, louer, acheter des terres à travers la planète. Moi, j'aime bien évoquer, quand on parle du land grabbing, qu'il s'agit aussi de water grabbing et de conquête de l'eau, et qu'in fine, en fait, on est en train de parler de food grabbing. Parlons clairement, encore une fois, parlons d'agriculture et d'alimentation quand il s'agit d'agriculture et d'alimentation. Ça fait 10 ans qu'on parle des problèmes de l'eau sur la planète, y compris sur un terrain d'analyse géopolitique, sans expliquer que l'eau, c'est d'abord l'agriculture. Quand l'agriculture est convoquée, parlons d'agriculture. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Arrêtons de saucissonner la question agricole. Parlons de l'agriculture quand c'est l'agriculture qui est concernée. Donc le problème de l'eau, c'est un problème d'abord pour l'agriculture, et il faut le regarder comme ça.
Donc le land grabbing, c'est d'abord du food grabbing, et quand des pays, y compris arabes méditerranéens ou ceux du Golfe, sont en train de s'activer fortement à travers la planète pour louer ou acheter des terres, c'est bien dans une perspective de construire une sécurité alimentaire, en tout cas d'atténuer l'insécurité alimentaire. Il y a un grand problème à l'horizon pour l'Égypte, parce que l'Égypte, vous savez, dépend entièrement, politiquement, économiquement, socialement, culturellement, et donc historiquement, du Nil. Aujourd'hui, les pays du bassin du Nil, profitant de la faiblesse politique et de la transition institutionnelle en Égypte, souhaitent fortement, l'Éthiopie en particulier, réformer l'accord de partage des eaux du Nil qui date de 1959 et qui permet à l'Égypte d'avoir un certain débit. Sans ce débit, la production céréalière de l'Égypte s'affaisse. Production céréalière qui est déjà assez forte, mais je rappelle, et je vais y venir, que l'Égypte est déjà le premier importateur mondial de blé. De cet accord de partage des eaux du Nil, c'est la production céréalière égyptienne qui va s'affaisser, et là on est bien en train de parler de conséquences géopolitiques. Donc on n'en parle pas trop aujourd'hui quand on évoque l'Égypte ou le continent africain, parce qu'on braque les projecteurs sur d'autres questions, légitimement ou non, mais en termes de prospective et d'analyse des risques sur certains dossiers en cours, aujourd'hui, la question de l'accord de partage des eaux du Nil et de son avenir est déterminante pour l'Égypte, pour l'Afrique, mais aussi pour la stabilité entière de la région, si ce n'est de la planète. En Méditerranée, nous avons aussi, je me suis permis d'évoquer ce sujet parce que ça devient à la mode actuellement depuis 1 an, 2 ans. Je suis content que ce soit un sujet qui monte en puissance parce que, par exemple, il y a 1 an, on avait collectivement publié un cahier dans le cadre du Club Déméter sur agriculture et géopolitique et on avait inséré dans la série de contributions un papier sur le gaspillage alimentaire en insistant sur le fait que ce gaspillage alimentaire, en fait, était un déterminant majeur de l'insécurité au niveau international et qu'il fallait regarder aussi cette question quand on réfléchissait à la construction d'une meilleure sécurité alimentaire à l'international. En Méditerranée, ce gaspillage qui est vrai au niveau des ressources naturelles et de l'eau, par exemple, hein, c'est bien une question qu'on retrouve au niveau des ressources naturelles. Il n'y aura pas plus d'eau demain disponible en Méditerranée. Le surplus d'eau demain en Méditerranée, c'est les économies qu'on sera capable de faire dans le secteur agricole. Et donc la lutte contre le gaspillage. C'est vrai aussi en partie sur certaines productions. Quand vous prenez les céréales en Afrique, Moyen-Orient, on estime entre 10, 15, 20% les pertes après production, faute de stockage, faute de conditionnement, etc. En fruits et légumes, certaines études sont allées jusqu'à parler de la moitié de la production en fruits et légumes en Afrique du Nord. Pour toute une série de raisons, je ne vais pas m'y attarder, mais donc on est bien sur une question qui est en train d'être perçue de plus en plus à l'échelle internationale, mais qui se pose avec acuité au sein du bassin méditerranéen. Ces courbes ici, pour revenir sur le plan économique et sur la contribution du secteur agricole, encore dans la création de richesses et le PIB de ces pays, vous voyez que même si ça s'affaisse sur les 50 dernières années, nous avons encore un secteur qui contribue, dans le cas par exemple du Maroc, à 15% du PIB du pays. C'est aussi un poids important pour l'Égypte, mais aussi pour d'autres pays. Donc là aussi, je ne m'y attarde pas, mais même si c'est un secteur qui perd en importance relative, on n'est pas à 2-3% du PIB des pays. Et au Maroc, par exemple, le PIB est systématiquement corrélé aux performances du secteur agricole. Une mauvaise saison agricole au Maroc, c'est une croissance économique qui diminue. Et la fameuse formule de Lyautey, vieille de plus d'1 siècle, au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir, cette vieille formule est toujours prégnante aujourd'hui dans les politiques de ce pays. En termes de commerce, là je vais davantage revenir sur l'activité commerciale parce que moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que il va falloir dédiaboliser la question du commerce en France, en Europe, quand on parle de la Méditerranée. La dédiaboliser parce qu'en fait, sans commerce, il y a une instabilité immense
qui pourrait se dessiner en Méditerranée. Donc cette activité commerciale qui a toujours fait l'histoire de la Méditerranée, et le commerce, ce n'est pas une activité négative, c'est au cœur des relations humaines depuis toujours, et la Méditerranée témoigne de l'importance du commerce pour la stabilité des nations et les échanges entre ces populations. En Méditerranée, ce commerce, aujourd'hui, il est encore plus stratégique que par le passé. Vous voyez, au niveau des pays arabes méditerranéens, qu'en termes d'importation ou d'exportation, les produits agroalimentaires sont fortement présents dans les termes des échanges. Vous voyez, en Égypte, qu'un quart des importations totales du pays, ce sont des produits agricoles et agroalimentaires. Vous voyez qu'en termes d'exportation, un quart des exportations du Maroc, ce sont des produits agricoles et agroalimentaires. Donc, c'est une question qui est bien au cœur aussi des rentrées de devises, de la contribution de richesse et du jeu à l'international et de positionnement de ces pays. Pourquoi il faut regarder le commerce comme étant une question stratégique? Parce qu'en fait, vous avez cette courbe qui parle d'elle-même, je pense, qui est une agrégation des déficits agricoles et agroalimentaires des pays arabes méditerranéens. Encore une fois, je vous parle uniquement ici des 8 pays du Maroc à la Syrie, c'est-à-dire 2% de la population mondiale. Ces pays, vous voyez que depuis 30 ans, il y a une dégradation de cette balance agro-commerciale et qu'on n'est pas en train de parler d'un déficit conjoncturel, mais d'un déficit structurel. En bleu, ce sont les années où les prix alimentaires ont été particulièrement élevés à l'échelle internationale, parce que quand il y a une hausse à l'international du prix des denrées alimentaires, en Méditerranée, la facture explose. Vous voyez que si les exportations ont été multipliées par 7 en termes de valeur pour ces pays, ce qui n'est pas rien, ça veut dire qu'ils ont aussi réussi à s'insérer dans le jeu international, dans ce commerce mondialisé, et donc participer à la globalisation du commerce agricole. En termes d'importation, en 2011, c'est une facture de 50 milliards quasiment pour les 8 pays arabes méditerranéens. 50 milliards d'importations agroalimentaires pour ces 8 pays dont je rappelle qu'ils ne comptent que pour 2% de la population mondiale. Et puis il y a une réalité du coup implacable, c'est que ces pays ont besoin du monde entier pour se nourrir et pour commercer. Avec 2 chiffres que je répète à l'envi, parce que ça veut dire que l'Europe n'est pas toute seule, que environ 2/3 des achats agroalimentaires de ces pays viennent du reste du monde, c'est-à-dire ni de l'Europe ni des pays méditerranéens, et qu'il faut donc le monde entier pour contribuer à l'approvisionnement de ces pays, et que la moitié des exportations agricoles des pays arabes méditerranéens vont ailleurs qu'en Europe ou au sein du bassin méditerranéen. Et alors, quand on regarde 2 cas de figure dans cette mondialisation des échanges agricoles et cette présence d'acteurs non méditerranéens autour de cette problématique, vous avez 2 cas de figure. Le premier, c'est celui du Brésil. C'est un sujet que j'ai commencé à explorer en 2006-2007 parce que j'étais frappé à quel point Lula, l'ancien président brésilien, faisait de l'agriculture un pilier de puissance et d'émergence pour le Brésil sur la scène internationale, et que très tôt, le Brésil a mis l'agroalimentaire dans sa diplomatie économique, et que Lula, ayant cette vision du monde à vouloir renforcer les relations sud-sud, a mené toute une diplomatie intelligente qui consistait à renforcer la coopération avec les pays arabes sans oublier l'activité commerciale. Donc il y avait un côté très opportuniste, mais il y avait un appui de coopération technique du savoir-faire brésilien jouant sur une expérience de développement, etc., vis-à-vis des pays arabes méditerranéens. Sur le terrain commercial, en fait, vous voyez aujourd'hui à quel point il y a une explosion des capacités à l'export brésiliennes vers les pays arabes méditerranéens, essentiellement viande, volaille, sucre, mais aussi céréales. Et aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous prenez tous les pays arabes, les 22 pays de la Ligue arabe, là pardon, je fais une petite extension géographique, mais quand vous prenez les 22 pays de la Ligue arabe, le poids de ces 22 pays dans l'export agroalimentaire du Brésil est équivalent à celui de la Chine.
Ça veut dire aujourd'hui que pour Brasilia, vu de Brasilia, le monde arabe est aussi important que la Chine pour la conquête de marché et l'expression du food power. Et puis il y a un autre cas de figure sur lequel j'aime bien aussi revenir quant à la présence d'acteurs extra-méditerranéens en Méditerranée, c'est celui de la Russie. Alors vous allez me dire, c'est un vieux tropisme des Russes d'avoir une présence dans les mers chaudes. C'est vrai. Mais rappelons deux choses. C'est qu'aujourd'hui, l'Égypte achète environ 2/3 de ses céréales ces dernières années à la Russie et qu'il y a une dépendance, une interdépendance aujourd'hui entre Moscou et Le Caire par rapport à l'approvisionnement en céréales. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les Russes multiplient les investissements dans les ports de la mer Noire pour optimiser justement ces couloirs de commerce et d'échange vis-à-vis du bassin méditerranéen. Puis il y a un autre cas de figure par l'export, c'est celui du Maroc, qui aujourd'hui vend la moitié de ses agrumes à la Russie. Donc ça, c'est peut-être pas inintéressant de le souligner, parce qu'en Europe, on a un vieux fantasme de la présence des fruits et légumes marocains dans nos assiettes, en oubliant que la tomate dans les assiettes françaises est souvent plus hollandaise que marocaine. Mais le Maroc aujourd'hui, son premier partenaire en export agrumes, c'est la Russie, avant l'Europe. Donc ce message-là, moi je veux insister pour bien signaler qu'il n'y a pas de face-à-face euro-méditerranéen, il n'y a pas de huis clos entre l'Europe et ces pays. C'est fini. Ça n'a jamais existé et c'est encore moins vrai aujourd'hui. Donc sortons de cette idée, regardons la Méditerranée comme étant non plus le cœur économique du monde, mais bien une région où le monde entier est présent en Méditerranée et a compris que pour être influent sur les affaires internationales, il fallait être présent en Méditerranée et sensible aux dynamiques qui se développent dans cet espace. Il y a un autre phénomène en cours qu'on est en train d'étudier au SIAM, on va publier des choses sur cet aspect-là, c'est la multiplication des relations entre l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. À plus forte raison qu'en plus il se passe des événements dans la bande du Sahel qui risquent de renforcer peut-être la nécessité de créer des passerelles autrement que par les tensions entre ces espaces. J'ai pris cet exemple aujourd'hui du cas de Cévital. Je rappelle que Cévital, c'est le premier groupe privé en Algérie, c'est l'un des plus importants groupes privés du continent africain. C'est une entreprise qui n'est pas simplement présente sur l'agroalimentaire, mais qui est extrêmement présente néanmoins sur ce secteur. Le patron de Cévital, Issa Drebrab, aujourd'hui a compris qu'une grande partie de l'avenir de son entreprise se situe en Afrique. Donc il investit dans plusieurs pays, y compris en termes d'infrastructures et de ports. Mais je voulais, sans rentrer dans les détails, insister sur ces phénomènes qui sont en train de se développer. Ici, c'est l'exemple de Cévital et de l'Algérie. Le Maroc aujourd'hui, vous savez, les Marocains sont très forts en diplomatie. Ils vont dire aux Européens qu'on est les partenaires privilégiés, mais ils sont en train de mener une politique extrêmement déterminée de rapprochement avec l'Afrique et les pays d'Afrique subsaharienne. Et je vous rappelle que le Maroc a un accord de libre-échange avec les États-Unis, achète l'essentiel de son blé dur au Canada et développe une autre initiative sur le terrain géopolitique qui s'appelle la tricontinentale entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc le Maroc aujourd'hui est un pays qui illustre fort bien cette multiplication de relations en termes de politique étrangère et de commerce. Et sur le terrain agroalimentaire, ça a des traductions évidentes. Alors regardons maintenant ce que fait l'Europe, puisque l'Europe prétend être l'acteur principal encore dans cette région. L'Europe elle a eu une grande idée en 1995, qui est une idée qui est encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à Barcelone quand elle a été formulée il y a maintenant 17 ans, qui était de dire dans cette mondialisation, il faut que l'Europe crée un pôle régional euro-méditerranéen capable de peser, capable de compter au moment où la planète s'organise en relation nord-sud, entre économies développées et en développement, et que ce pôle euro-méditerranéen permettra à l'Europe de passer de la puissance économique à la puissance politique. Donc il y avait une vision géopolitique derrière l'idée euro-méditerranéenne. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en 17 ans, il y a beaucoup de difficultés aussi qui se sont exprimées et qui ont handicapé la dynamique de relations euro-méditerranéennes. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est un peu trompé en termes de priorité régionale. Parce qu'en fait, on n'a pas mis l'accent depuis 17 ans, pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer
dans le débat là-dessus maintenant, mais par exemple, on a mis de côté la question agricole. Donc quand on a commencé à dessiner des accords de libre-échange, en disant qu'il fallait renforcer l'intégration économique, favoriser la circulation des produits, et je ne vous parle même pas de la circulation des êtres humains, dont on dit qu'elle est de plus en plus forte alors qu'elle est de plus en plus restrictive et procédurière, sauf pour certaines élites. Donc aujourd'hui, la mobilité humaine en Méditerranée, elle est réservée à certaines élites qui, elles, circulent librement et se rencontrent. On en est là, 17 ans après une belle idée. Au niveau agricole, même si petit à petit, on a une ouverture de ce volet agricole de la libéralisation, c'est très lent, c'est pays par pays, c'est éminemment explosif. Je ne vais pas vous faire de débat très long là-dessus, mais il suffit de regarder le débat sur le Maroc au Parlement européen, dont certains acteurs français ont joué un rôle en expliquant que tout ça allait participer à une très forte dégradation des conditions de vie pour les agriculteurs du sud de l'Europe. En tout cas, il y a une peur terrible à l'ouverture des échanges agricoles en Méditerranée. Donc on est en train d'avancer tout doucement, alors que ces pays attendaient une ouverture très rapide sur ces questions. Et parallèlement, on est en train d'abaisser donc les questions douanières, les barrières tarifaires, mais on érige en fait un bouclier sanitaire européen qui de toute façon va limiter les capacités en export de ces pays, et que donc il y a une nouvelle barrière qui est en train de s'installer. Donc quand vous prenez les contraintes géographiques, en eau, en terre et en changement du climat qui s'accélère, quand vous prenez l'importance de la sécurité alimentaire pour ces pays qui s'accélère, et donc l'équation démographique à résoudre avec davantage de bouches à nourrir, que vous ajoutez les barrières non tarifaires qu'on est en train d'ériger, le scénario d'un envahissement des produits agricoles du sud de la Méditerranée vers l'Europe, il est quand même assez mince. Il est quand même assez mince. Et quand on regarde, par exemple, les 6 dernières années en termes de commerce agricole euro-méditerranéen, vous voyez en fait que, en gros, les capacités d'export des pays du sud vers l'Europe stagnent, alors que celles de l'Europe progressent, et qu'en fait l'Europe pour l'instant vend plus qu'elle n'achète en relation nord-sud. Et qu'aujourd'hui, en 2011, on a un excédent alimentaire de 6 milliards en faveur de l'Europe vis-à-vis du sud de la Méditerranée. Et quand vous prenez les pays arabes méditerranéens dans le commerce agricole de l'Union européenne, vous avez 10% des exportations agricoles de l'Europe qui se font vers ces pays, et vous avez 3% seulement des importations de l'Union européenne agroalimentaires qui proviennent des pays arabes méditerranéens. Alors, au moment où on a peur de cette relation avec ces pays, n'oublions pas que le risque éventuel est sans doute un peu plus fort dans la discussion d'un libre-échange avec le Brésil ou le Canada. Et qu'au niveau méditerranéen, on est non seulement sur le plan commercial, sur des réalités qu'il faut bien exposer dans ces termes, mais en plus on a une prétention géopolitique d'avoir une relation privilégiée avec ces pays. Donc soit on joue un discours de vérité avec eux, soit on arrête d'avoir ce langage de relations privilégiées, et à ce moment-là on assume complètement d'avoir des partenariats avec le reste du monde sans forcément mettre l'accent sur la Méditerranée. Alors je me permets de rentrer un peu sur les céréales, parce que quand on parle de Méditerranée, quand on parle de commerce, quand on parle d'insécurité alimentaire, en fait c'est essentiellement de céréales dont on parle. Je sais qu'il y a des gens dans la salle bien plus compétents que moi sur cette question. Moi j'ai une passion croissante pour la géopolitique des céréales. C'est fantastique comme question, parce que ça révèle en fait beaucoup de choses en termes de risques, mais aussi d'opportunités. Je ne fais pas de long discours sur les tensions sur les marchés céréaliers, mais évidemment ce tableau mondial derrière moi, c'est l'écran radar quotidien des décideurs politiques et des acteurs économiques du sud et de l'est de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les 50 dernières années, ils ont en tête ces 3 dynamiques. Consommation de céréales qui a été multipliée par 6, et j'y reviendrai et j'expliquerai pourquoi. La production, malgré les contraintes géographiques décrites précédemment, a quand même eu la capacité d'être multipliée par 3, grâce, encore une fois, à des performances, à une détermination politique, à faire du développement
de la céréaliculture un pilier stratégique pour ces pays. Mais face aux besoins, face aux contraintes, les importations, elles, ont été multipliées par 23. Résultat, aujourd'hui, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, alors quand vous prenez l'ensemble, Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est 4% de la population mondiale, c'est 35% des achats mondiaux de céréales chaque année depuis 10 ans. Un tiers à peu près. Un tiers. Et cette utilisation de céréales, elle est bien sûr pour la consommation humaine, je vais y venir, mais elle est aussi de plus en plus pour la consommation animale. Parce qu'en fait, on est aussi dans des pays, je l'ai dit, dont les régimes alimentaires sont en transition, évoluent fortement. Et donc, vous voyez que quand nous n'avions, par exemple, en 1980, qu'un cinquième des céréales consommées qui étaient pour nourrir le bétail, nous sommes à quasiment un tiers aujourd'hui. Donc, nous avons aussi de plus en plus besoin de céréales dans cette région pour cette utilisation animale. Mais nous avons néanmoins aussi une consommation humaine extrêmement forte en céréales, en blé dans ces pays. 2 fois la moyenne européenne, quand vous prenez la consommation de pain par habitant dans les pays d'Afrique du Nord, 3 fois la moyenne mondiale. Ce sont les plus gros consommateurs de pain de la planète. Et rien n'indique que, malgré les transitions des régimes alimentaires, ces chiffres soient révisés à la baisse dans les années à venir. Donc vous voyez que la facture des importations céréalières, quand vous prenez par exemple l'Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, ces 5 pays, c'est environ 25 millions de tonnes de blé importées chaque année, c'est-à-dire 15% des achats internationaux. C'est considérable, absolument considérable. Et en 2011, par exemple, c'est une facture de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, un petit chiffre qui n'a de valeur que l'anecdotique, mais ça veut dire 77 dollars par habitant, cette facture céréalière, quand la dépense de l'État en termes de santé est de 150 dollars par habitant. Et là, je ne vous parle que de l'import des céréales. Je ne vous parle pas du coût pour les pouvoirs publics, sur la logistique, l'infrastructure, la production, les intrants, le soutien à l'agriculture et aux céréaliers. Là, je ne vous parle que des importations céréalières. Donc, vous voyez que la facture, elle est absolument considérable. Et quand les prix sont hauts à l'international, comme au niveau global, la facture céréalière augmente. Et puis, en termes de projection, il y a une réalité qui va s'imposer aussi, c'est qu'on est bien en train de parler de la région du monde où les besoins seront encore les plus importants et vont continuer à croître. Le déficit Afrique du Nord, Moyen-Orient est annoncé à plus de 100 millions de tonnes à l'horizon 2050. C'est-à-dire que c'est bien cette région du monde, quand on parle des céréales, qui est la première zone importatrice, bien avant l'Afrique subsaharienne. Et donc il y a bien toute une réflexion à mener autour de la géopolitique des céréales. Alors, vous connaissez sans doute ce livre de Dan Morgan de 1979, excellent livre, passionnant livre, qui permet de revisiter la guerre froide à travers une lecture des rivalités, des jeux de puissance, des conquêtes, des stratégies de pouvoir autour des céréales pendant la guerre froide. Et les États-Unis ont largement usé du pouvoir des grains en termes de géopolitique en Méditerranée. C'est quand Kissinger a menacé d'arrêter de vendre du grain à l'Égypte que l'Égypte a signé l'accord de paix avec Israël en 1979. C'est quand les céréales ont été mis sur la table que l'accord de paix avec l'Égypte a été signé. Et je rappelle, en géopolitique, ce n'est pas inintéressant, qu'aujourd'hui les États-Unis continuent à vendre du grain à l'Iran, malgré le régime de sanctions commerciales et les tensions diplomatiques. Je rappelle la diplomatie des grains au niveau du Sahel et à quel point cette question elle est actuelle aujourd'hui. Hier, Kadhafi, qui achetait notamment du grain, redistribué de la farine dans la bande sahélienne pour acheter des alliances, pour constituer des relations privilégiées avec des populations, avec des minorités, et qu'aujourd'hui l'Algérie a aussi un peu ce réflexe à penser une diplomatie des grains, qu'il y a donc une multiplication des acteurs dans ce commerce céréalier méditerranéen, qu'il y a bien sûr l'Europe, mais donc de plus en plus aussi des puissances extra-méditerranéennes, que la Russie et les pays de la mer Noire sont de plus en plus déterminés à agir dans la région,
Et puis par exemple dans cette diplomatie autour des céréales, j'ai récemment publié un petit papier pour poser une question, je ne suis pas en mesure d'y répondre, mais je pense qu'aujourd'hui au Quai d'Orsay, on réfléchit beaucoup à la Syrie de demain, à qu'est-ce que la France peut faire avec la Syrie demain. Je ne suis pas sûr du tout qu'on réfléchit au fait qu'il y a des opportunités en termes de relations commerciales et de vente de céréales à la Syrie demain, parce qu'il y a de fortes chances que les nouvelles autorités syriennes, pendant un temps, décident de sanctionner un peu Moscou, qui est leur premier fournisseur en céréales, et préféreraient dialoguer et échanger avec d'autres pays. C'est peut-être un pari, c'est peut-être faux parce que la géopolitique du commerce des céréales dépasse souvent l'aléa politique, mais parfois, si on met un peu de diplomatie et d'argumentaire politique, sans doute qu'il y a des choses à faire demain en Syrie, par exemple, autour des céréales. Et là, j'insiste sur le rôle de l'Europe, et de la France en particulier, sur l'approvisionnement en céréales du bassin méditerranéen. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce sujet en termes très simples. C'est le débouché naturel. Ces pays ont besoin d'acheter des céréales. C'est un besoin qui est croissant, une demande en développement, et il y a d'ores et déjà une interdépendance euro-méditerranéenne au niveau des céréales. Quand vous prenez par exemple blé tendre, blé dur, orge et maïs, vous voyez à quel point les pays arabes méditerranéens dépendent généralement de l'origine européenne et surtout française pour leurs importations céréalières. Quand vous prenez le cas spécifique de la France avec le blé tendre, 1 hectare sur 5 cultivé en France en blé tendre est débarqué en Afrique du Nord. 1 hectare sur 5. Donc on n'est pas en train de parler simplement d'une dépendance des pays de l'Afrique du Nord envers l'origine française, mais on est bien aussi en train de parler d'une dépendance pour la France de ses débouchés. Parce qu'en fait, ça contribue à l'activité céréalière française, à l'excédent commercial qui est bénéficiaire derrière. Donc on est bien en train de parler d'interdépendance géopolitique. Si demain, pour tout un tas de raisons, l'Algérie décide de ne plus acheter d'origine France, pour tout un tas de raisons, il y aura des conséquences en France. Et donc il faut bien avoir conscience aujourd'hui, cette interdépendance par exemple entre la France et les pays d'Afrique du Nord sur les céréales, et quand vous prenez les exports sur pays tiers, l'Afrique du Nord c'est 2/3 des exports sur pays tiers. Là j'ai pris les 5 dernières campagnes, je me suis amusé il y a 2 jours à regarder sur les 15 dernières campagnes, et en fait les chiffres sont quasiment les mêmes. Donc on est bien en train de parler d'interdépendance depuis plusieurs années qui se confirme. J'insiste derrière les céréales et sur cette insécurité alimentaire sur un autre volet qui est pour moi différent, mais à regarder aussi avec un regard géopolitique, c'est à quel point la question des subventions alimentaires dans ces pays est une question extrêmement sensible. Il y a toujours eu, depuis 30-40 ans, de la part des pouvoirs publics, une très forte dépense sur ces subventions sur les denrées de base pour une seule et unique raison, c'était d'acheter la paix sociale et notamment la paix urbaine. Et donc, on a créé ces subventions alimentaires et à chaque fois qu'on a essayé de réformer, il y a eu des émeutes. Avant les révoltes récentes, quand il y a eu des turbulences en Égypte, en Jordanie ou en Tunisie, c'est quand on a touché à la question des subventions sur le pain. Donc ça a toujours été une relation extrêmement difficile de gouvernant à gouverné et de relations de peuple et de pouvoir. Ces subventions alimentaires sur l'ensemble du monde arabe, en 2011, c'est 40 milliards de dollars mis sur la table. 40 milliards de dollars de subventions alimentaires. Et dans le cas de l'Égypte aujourd'hui, très clairement, l'Égypte, elle est confrontée à une équation impossible, c'est réforme obligatoire de ces subventions alimentaires parce que budgétairement et financièrement, c'est insoutenable. Et j'indique au passage que le prêt du FMI, qui est toujours en cours de négociation, est lié à la décision des autorités égyptiennes d'enclencher une réforme sur la subvention, notamment de l'alimentation, et que donc le gouvernement égyptien hésite beaucoup avec ce prêt du FMI parce que la population égyptienne craint cette réforme en particulier, et que donc les autorités nationales ont très peur
des conséquences de cet accord et des mesures d'austérité budgétaire qui seraient liées. Mais si c'est donc financièrement insoutenable, ça reste politiquement, sociopolitiquement incontournable. Donc comment réformer ces mécanismes? Et je vous ai parlé du cas de l'Égypte, mais la question se pose aujourd'hui pour Narda en Tunisie. Le gouvernement tunisien sait qu'il faut réviser ses subventions alimentaires parce que dans un contexte économique dégradé, ça devient quasi impossible à mener, en tout cas sur la durée. Et au Maroc, c'est la même chose. Or, nous sommes dans une période où l'attente sociale, où les besoins de soutien à la population s'expriment avec beaucoup de vigueur. Donc permettez-moi de faire quelques conclusions en insistant sur le court et moyen terme, en vous rappelant que pour construire le futur, il faut agir dès à présent et que le futur ne se prépare pas, comme disait Saint-Exupéry, il se prépare au quotidien. Un mot sur les révoltes arabes, parce que ces révoltes ne sont pas des émeutes de la faim, mais l'insécurité alimentaire, la hausse des prix alimentaires, les fragilités dans les revendications et aux aspirations nouvelles de ces sociétés. Ces révoltes arabes, permettez-moi d'insister sur quelque chose qu'il faut, à mon avis, répéter inlassablement ici, en France, en Europe, et je pense que c'est du devoir de la France d'avoir ce discours sur ces révoltes, c'est qu'on ne peut pas attendre de ces transitions qu'elles soient simples, linéaires et courtes. Elles seront forcément longues, tortueuses, complexes, faites d'avancées, de retours en arrière, de tensions, d'opportunités, de difficultés, de conflits, de confrontations. Mais qui peut prétendre qu'il en fut autrement dans d'autres moments de transition, à d'autres époques historiques, dans certains pays qui faisaient de telles bascules? Donc, regardons bien d'où viennent ces pays en termes historiques, regardons bien les contraintes dans lesquelles ils sont aujourd'hui placés pour être un peu patients vis-à-vis de ces transitions et autour de ces transitions de ne pas avoir peur de tester la formule démocratique. On entend que 2 ans après les révolutions d'un printemps arabe, d'ailleurs trop vite qualifié en termes de saisonnalité, entre nous, comme si en un trimestre on pouvait faire de telles transitions. Alors on entend de plus en plus qu'on est passé à l'hiver islamiste. Mais continuons à avoir un discours de soutien à la démocratie et à l'expérience démocratique. Qui peut prétendre aujourd'hui qu'avec un exercice d'élection libre, il aurait été surprenant de ne pas voir les frères musulmans ou les partis islamistes arriver au pouvoir? C'était les seuls organisés, c'était les seuls actifs vis-à-vis de la société, vis-à-vis des régions paupérisées, vis-à-vis de tous les oubliés dans ces pays. Donc, n'ayons pas peur de cet exercice démocratique, parce qu'à plus forte raison, l'attente sociale et la pression populaire est telle que de toute façon, l'usure des gouvernements en place va être extrêmement rapide. Donc moi, je fais le pari que vaut mieux ces partis au pouvoir maintenant, parce que leur logiciel idéologique va devoir absolument évoluer dans un tel contexte de pression et d'attente populaire et de pression à l'international. Et à tous ceux qui ont véhiculé l'idée, par exemple, que ces partis allaient se replier sur eux-mêmes et ces pays se refermer sur tout un tas de questions, y compris en termes de commerce et de relations économiques, les partis islamistes aujourd'hui arrivés au pouvoir au Maroc, en Tunisie ou en Égypte, ils sont bien plus libéraux que les dictateurs d'autrefois. Alors, exception du Maroc, parce que je rappelle qu'au Maroc, pays choyé par la France, il n'y a pas eu de révolution, il y a eu une réforme cosmétique. Mais qu'aujourd'hui, le Maroc est aussi dans des difficultés de transition et que tous ces pays aujourd'hui ont des trajectoires bien différenciées, mais où il y a des problématiques qui nécessitent de l'accompagnement, de l'écoute, mais surtout aussi de la patience vis-à-vis de ces changements. Et là, du coup, il faut bien avoir en tête que même s'il y a un risque de dérive politique et qu'il faut répéter que la démocratie n'existe que s'il y a des partis d'opposition, que la démocratie n'existe que s'il y a l'expression d'opinions contrastées et contradictoires, et que c'est comme ça que la démocratie progresse,
il faut surtout aussi insister sur les risques économiques. L'une des grandes conséquences de ces révoltes arabes, c'est la détérioration du climat économique et du contexte budgétaire de ces pays. Et si ces pays glissent économiquement, sachant que c'est bien les questions socio-économiques qui ont motivé ces révoltes arabes, alors demain, les révoltes seront encore plus importantes. Et donc, soyons bien conscients de cet aspect. Et par exemple, sur le conflit syrien, regardons bien à quel point la première des conséquences du conflit syrien, au-delà du drame humanitaire, au-delà du nombre de victimes, c'est une insécurité alimentaire croissante. L'ONU a sorti des chiffres hier via la FAO absolument dramatiques sur la baisse de la production agricole, sur la chute des récoltes en Syrie, sur l'insécurité et la faim qui progressent, parce que la première conséquence de n'importe quel conflit à travers la planète, c'est la progression de la pauvreté et de la faim. Et qu'aujourd'hui, comme hier, quand vous faites une carte mondiale de la faim, elle se calque avec la carte mondiale de la pauvreté, qui se calque avec la carte mondiale des conflits. Donc là où les armes résonnent, la faim et l'insécurité alimentaire, malheureusement, progressent. Je reviens un instant sur ces territoires ruraux en insistant à quel point nous avons en Tunisie eu l'illustration qui se retrouve dans d'autres pays du monde, peut-être demain en Chine, à quel point cette cassure territoriale entre les littoraux urbanisés, branchés sur la modernité, polarisés sur le commerce international, où tous les investissements privés comme publics se sont concentrés, où les décideurs ont mis la priorité, a contrasté avec des zones rurales, enfermées en fait spatialement, enfermées temporellement au siècle passé, et où en fait le mal développement a créé beaucoup de frustration. En Tunisie, c'est quand ces territoires ruraux et les tempêtes, les revendications de ces territoires ruraux ont touché le littoral urbain et Tunis, la capitale, que la révolte s'est transformée en révolution. Et donc il y a eu une reconnexion des territoires, mais pas par le positif, par la négative. Et demain en Chine, ce même scénario peut se produire. Donc c'est pas pour rien que les autorités chinoises ont regardé de très près ces révoltes arabes. Moi j'aime à rappeler que c'est pas parce que le jasmin est d'origine asiatique, c'est bien parce que les Chinois, aujourd'hui les autorités chinoises, ont conscience que cette cassure territoriale interne entre un littoral globalisé et un espace intérieur un peu mal développé, pour ne pas dire sous-développé, pose un vrai problème de stabilité intérieure. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut clairement affirmer que la planète n'est plus cassée entre un nord et un sud, entre des pays développés et des pays en développement. La planète aujourd'hui, elle est cassée en deux, entre des zones urbaines souvent littoralisées, globalisées, qui créent une constellation et un réseau à l'international, et au milieu de tout ça, de l'autre côté, des zones rurales oubliées, marginalisées, sous-développées. Donc cette planète, elle est cassée en deux, entre l'urbain et le rural. Elle est cassée en deux, entre le littoral et l'intérieur, entre le centre et la périphérie. Et cette géographie du développement, qui signifie du coup quelle répartition des fruits de la croissance et quelle croissance inclusive sur le plan économique, sur le plan social, c'est vraiment une question qui peut très fortement être observée au niveau du bassin méditerranéen, mais qui se retrouve à l'échelle internationale. Et comme vous le savez, il n'y a pas de territoire sans avenir. Il n'y a que des territoires sans projet. Et donc il va bien falloir créer du développement et du futur pour ces populations rurales et pour ces espaces. Au niveau euro-méditerranéen, je vous ai dit à quel point c'était difficile et que l'idée de Barcelone de créer un pôle euro-méditerranéen, certes pertinente et balbutiante aujourd'hui. L'Europe puissance n'existe toujours pas. L'Europe a plutôt tendance aujourd'hui à avoir une seule priorité en termes de politique étrangère, c'est-à-dire se sauver elle-même. Donc la priorité pour l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe. Et elle a beaucoup de mal à définir sa relation avec son voisinage méditerranéen, même si elle cherche à le développer, même si elle cherche à créer un tissu. Mais donc on a un puzzle euro-méditerranéen de relations, et parallèlement, il y a une relation qui pose problème, c'est l'absence d'intégration sud-sud.
L'une des conséquences des révoltes arabes, c'est d'accentuer la différence entre les pays arabes méditerranéens, qui sont dans des situations de plus en plus contrastées. Donc aujourd'hui, on a une course plutôt en solitaire, on a une bilatéralisation croissante des relations, alors que le multilatéral n'a jamais été autant nécessaire, à l'heure où la réponse collective serait absolument déterminante. Donc pour relancer l'euro-méditerranée, pour faire rebondir cette idée, moi il me semble qu'il faut du rôle de la France et de son influence dans le monde en mettant les bons secteurs sur le devant de la table. Est-ce qu'aujourd'hui, la France doit se contenter de parler du nucléaire, du siège au Conseil de sécurité à l'ONU, de l'industrie de défense, des nanotechnologies dans ses attributs de puissance, dans ce qu'elle peut proposer au monde en termes de stabilité? Et donc, vous, sans doute, si vous êtes dans le secteur agricole, vous connaissez par cœur ces chiffres. Je n'ai pas besoin de les commenter. Mais le grand public ignore que l'un des rares secteurs excédentaires sur le plan commercial en France, c'est le secteur agroalimentaire. Que les céréales dégagent un excédent d'environ 8 milliards, par exemple, sur 2011, c'est l'équivalent, 8 milliards, c'est l'équivalent de 145 avions Rafale dans le contrat prévu avec le Brésil, qui n'est toujours pas signé, contrat qui a été commenté l'an dernier, pendant 3-4 jours, par tous les médias, par tous les décideurs politiques. Je prends l'exemple du Brésil l'an dernier, vous vous souvenez sans doute, il y a une semaine, dans le cas de l'Inde. Pendant ce temps-là, chaque année, la France vend l'équivalent Rafale en céréales et participe donc à son rôle dans le monde, à une diplomatie économique. Et ce qui me pose un peu problème, et je sais qu'il y a quelqu'un du Quai d'Orsay dans la salle, je ne vais pas la nommer, mais je compte sur elle pour véhiculer aussi ce type d'idée, c'est que, vu du Quai d'Orsay, aujourd'hui dans cette idée du gouvernement en place de développer la diplomatie économique, il me semble que la France est plus en phase avec les messages et ses idées pour le monde. Si un ambassadeur met sur la table la question des céréales que la France peut proposer, que la question des rafales. Parce qu'on n'est pas en train de parler de la même finalité, en termes de contribution pour la stabilité de la planète, en termes de dialogue entre les populations et tout un tas de questions. Donc, et qu'on ne me dise pas que les céréales ne sont pas vendues par l'État français, c'est vrai. Mais à ce que je sache, les Rafales, il y a quand même une entreprise française derrière qui accompagne le gouvernement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des réflexions à mener pour un reclassement stratégique de la question agricole en Europe, en France, et ça passe par toute une série de messages à véhiculer. Donc je voudrais juste conclure en disant un mot pour l'institution qui est le SIAM, en disant d'abord que tout ce que je viens de dire, je le disais à titre personnel, et que j'assume ce que je viens de dire à titre personnel. Mais j'ai la chance de pouvoir dire ça parce que depuis quelques années, je travaille dans une organisation qui est une organisation unique, qui a fêté ses 50 ans en 2012, qui est une organisation donc vieille d'un demi-siècle, mais qui est terriblement moderne dans ses missions et dans ses méthodes de travail, qui forme le capital humain, qui partage la connaissance, qui mutualise les expériences, qui anime le dialogue régional autour de la Méditerranée, et faire exister cette idée de Méditerranée en expliquant bien que la Méditerranée n'existe que par l'agrégation des tensions et des difficultés, et qu'on n'est pas en train de parler, ça n'a jamais été un espace de paix. Quand elle a été unifiée, la Méditerranée, c'était par la conquête et la domination, en tout temps. Donc il n'y a jamais eu d'unité vertueuse de la Méditerranée. Aujourd'hui, le SIAM, donc, fait de la diplomatie des idées, de la diplomatie des connaissances, de la diplomatie des expériences, pour insister sur le fait que ces pays doivent absolument travailler ensemble sur ces questions agricoles, alimentaires, rurales, parce qu'en fait, on est bien en train de parler de métiers, de questions qui sont géopolitiques, qui sont déterminantes pour l'avenir de l'Europe et déterminantes pour l'avenir de ces pays. Donc autant vous dire qu'il faut une sacrée dose de militantisme, une sacrée dose de patience, parce que c'est pas facile la Méditerranée, parce que c'est plein de surprises, parce qu'on s'ennuie jamais. Donc c'est une région fantastique pour qui aime le côté imprévisible et surprenant, mais ça nécessite beaucoup de militantisme. J'insiste sur ce point parce que il me semble
que plutôt que de vouloir créer de nouvelles initiatives, créer de nouvelles structures, alors vous allez dire je prêche pour ma paroisse, mais bien évidemment, consolidons l'existant. La France a un atout fantastique à travers le SIAM. Elle a un instrument de coopération qui participe à l'influence de la France et de ses savoir-faire dans ses métiers agricoles au sein du bassin méditerranéen. Et on n'est pas juste en train de parler de savoir-faire technique. Il y a derrière des enjeux extrêmement politiques. Et on est bien dans une nécessité de mutualisation, de multilatéralisme. Moi, j'aime citer cette formule d'Einstein qui, à mon avis, convient très bien à l'échelle méditerranéenne, et le SIAM pourrait en faire son slogan, c'est que nous sommes tous des ignorants. Nous sommes tous des ignorants. Mais on n'ignore pas tous la même chose. Donc si on se met ensemble, on fait progresser un peu les choses, et je vous remercie.